Bonjour Olivier Dussopt, vous êtes ministre délégué au compte public. Alors, inspiré du moment né au Canada, le convoi de la liberté s'élance aujourd'hui à travers toute la France. Objectif, bloquer Paris samedi prochain. Alors pacifiquement, Gérald Darmanin, votre collègue de l'Intérieur, a dit prendre les choses très au sérieux et s'est engagé à ne pas laisser entraver la liberté de circulation. Sur Facebook, il y a plus de 250 000 personnes qui sont inscrites pour suivre ce mouvement, qui ont rejoint cette initiative. Est-ce qu'il va prendre la même ampleur qu'au Canada? Je n'en ai aucune idée et je pense que Gérald Darmanin a la bonne réaction. À 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ça vous inquiète ou pas? C'est le retour des Gilets jaunes? Tous les mouvements sont à regarder, toutes les manifestations sont à regarder. Gérald Darmanin l'a dit, l'État fera en sorte que la liberté de circulation soit maintenue. Il y a eu suffisamment de mouvements qui ont bloqué les villes le samedi, qui ont empêché les commerces de fonctionner. Nous sommes dans un pays qui sort tout juste d'une crise économique et qui connaît encore une situation sanitaire difficile. Et donc il est temps aussi de se projeter, de regarder de l'avant, de travailler, de produire et de retrouver la vie normale. Alors parmi les revendications, la levée des restrictions sanitaires, comme au Canada, mais pas seulement, parce que parmi cet aéropage de gens qui ont rejoint cette initiative, il y a des gilets jaunes, des routiers, des restaurateurs, des insoumis, des militants du Rassemblement national, ainsi que des Anonymous. Et on y parle pouvoir d'achat, on y parle détaxation de l'essence, d'augmentation des salaires nets, bref, c'est pour ça que je vous parlais des gilets jaunes, autant de thématiques qu'on avait entendues à l'automne. Vous avez surtout dit insoumis, Front National et gilets jaunes, pour ce qu'il en reste en tout cas. Ouais. Je ne mélange pas ceux qui ont manifesté en novembre 2018 et les autres. C'est un rassemblement de protestataires. C'est un objectif de contestation qui fait feu de tout bois. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sont les dizaines de millions de Français qui participent au redressement du pays, qui participent à la relance économique, qui participent aussi à cette marche vers le plein emploi qui est notre objectif dans une situation où le taux d'emploi n'a jamais été aussi important, où le chômage baisse et où la croissance est là. C'est ça la priorité. C'est vrai, mais il y a des chiffres aussi qui sont là. L'INSEE, hier, a prévenu que la hausse des prix au cours des prochains mois sera plus forte qu'anticipée en décembre. Elle se maintiendra entre 3 et 3,5 sur un an, à l'horizon fin juin. Alors, étape sur une stagnation de l'inflation énergétique, de par la stagnation des cours du brut, et puis sans doute la baisse des besoins de gaz avec la fin de l'hiver, mais une augmentation des prix alimentaires. Le pouvoir d'achat, précisément, c'est quelque chose qui est au cœur de l'élection présidentielle. Ça l'a toujours été, dans toutes les élections présidentielles. Il y a trois choses à avoir en tête. La première, c'est que quand on se compare par rapport à nos voisins. Nous avons en France une inflation, dans cette période de reprise économique, de tension de l'offre et de la demande, moins forte qu'ailleurs, moitié moins importante qu'en Espagne par exemple. Et donc nous avons une inflation qui est importante, plus que d'habitude. Qui coûte cher, mais beaucoup moins forte qu'ailleurs. Nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures d'urgence, on y reviendra, qui coûtent 15 milliards d'euros. C'est important. C'est quelque chose qu'il faut aussi souligner parce que si nous n'avions pas pris ces mesures, la facture d'électricité des Français au mois de février aurait augmenté de 40%, ça n'est pas le cas, et n'augmentera que de 4%, là aussi c'est beaucoup, mais c'est 10 fois moins que l'augmentation que les Français auraient subie si nous n'avions pas pris les mesures que nous avons prises. Et puis il y a cette situation de tension qui crée un peu de rebond sur les prix. Nous espérons que cette tension soit relativement passagère, mais nous savons qu'il y a en période de croissance, en période de reprise, une poussée inflationniste. Alors vous avez parlé de l'effort de 15 milliards engagé par le gouvernement pour atténuer cette augmentation des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, alors ils vont sans doute redescendre un petit peu avec l'arrivée du printemps, mais sur le moyen et le long terme, ils ne retomberont pas à leur niveau de 2015 ou de 2020. Est-ce qu'il faudra engager, le futur gouvernement, le futur exécutif devra de nouveau s'engager dans des accompagnements financiers? Il faut d'abord dire ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, je l'ai dit à l'instant, c'est 15 milliards d'euros. Vous pouvez dire, mais c'est 15 milliards d'euros. Il faut mesurer que c'est une somme absolument phénoménale. Nous avons augmenté le chèque énergie pour les 5 800 000 ménages les plus défavorisés. C'est 5 800 000 ménages qui ont touché 100 euros de plus. Nous avons mis en place des dispositifs fiscaux qui permettent de maîtriser le prix de l'électricité, qui permettent de plafonner le prix du gaz, pour faire en sorte que le prix du gaz ne soit pas supérieur à celui du mois d'octobre et que l'augmentation de l'électricité soit limitée à 4%. Nous avons mis en place une indemnité inflation pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. J'étais en Espagne il y a quelques jours pour parler coopération douanière, coopération fiscale. Je peux vous assurer que beaucoup envient ce type d'outils, ce type de dispositions. Et ça vient dans un contexte qu'il faut rappeler, parce que le pouvoir d'achat est toujours un débat difficile, quels que soient les gouvernements. Mais ça vient dans un contexte qui est celui du quinquennat. Quinquennat pendant lequel nous avons pris des mesures pour augmenter les revenus du travail, pour augmenter les minima sociaux comme le minimum vieillesse ou l'allocation adulte handicapé. Quinquennat qui s'est traduit par une augmentation du pouvoir d'achat des ménages, de tous les ménages, de 1,8% par an. C'est 2 fois plus vite
que les 10 années précédentes. Le quinquennat Sarkozy, c'est 1,4%. Le quinquennat François Hollande, c'est 0,4%. Donc nous continuons à faire, et les mesures que nous avons prises depuis le mois d'octobre, sur une période courte, c'est 15 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Nous sommes le seul pays européen à faire ça. Vous savez comme moi, il y a les chiffres et puis après il y a le ressenti qui peuvent être un peu différents. Mais si le ministre du budget que je suis ne rappelle pas les chiffres, personne ne le fait. Quand les 38 millions de bénéficiaires de cette indemnité inflation auront-ils touché cette... Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 20 millions l'ont déjà touché. Et la totalité l'auront touché? 20 millions l'ont déjà touché, sans compter les salariés du privé qui l'ont touché avec leur paye de janvier. Nous sommes en train de le comptabiliser. Nous estimons que c'est entre 3 et 4 millions de personnes. À la fin du mois de février, les agents publics de l'État et des collectivités comme des hôpitaux, pour collectivités et hôpitaux, ça sera entre février et mars, vont toucher cette indemnité. Et fin février, 12 millions de retraités vont la toucher. Et donc ça veut dire que pour l'essentiel, 36-37 millions de personnes, c'est d'ici fin février, et les derniers toucheront cette indemnité fin mars. Il y a un autre sujet dont on parle beaucoup dans cette élection, enfin cette campagne présidentielle, c'est la fiscalité, comme à chaque fois. Certains veulent augmenter la fiscalité des entreprises, d'autres veulent la baisser. Alors vous avez parlé de tous les efforts, de tout, avant la crise, de tout ce qu'avait entrepris votre gouvernement. Si on regarde sur le long terme, entre le CICE, le pacte de stabilité, la baisse des impôts de production et l'impôt sur les sociétés, depuis 2013, la France a consenti un effort de 60 milliards d'euros d'allègements fiscaux, sociaux aux entreprises. Et pourtant, en 2021, la balance commerciale de la France a été déficitaire. Un pic historique. Il faut aller encore plus loin. Enfin, comment expliquer ces mauvais résultats alors que précisément on a fait beaucoup d'efforts? D'abord, je note avec un sourire parce que vous avez raison de rappeler que la politique de l'offre, le CICE et la baisse des cotisations payées par les entreprises, ça date de 2013. Et donc un certain nombre des élus d'opposition de gauche aujourd'hui qui nous reprochent cette politique de l'offre sont ceux qui l'ont mise en œuvre en 2013. Et je m'en souviens pour avoir participé à cette majorité qui a voté le CICE. Nous avons fait ce choix-là et nous avons effectivement un déficit commercial qui est déficitaire, qui s'est aggravé. Pourquoi il s'est aggravé? Il faut regarder le détail de ce chiffre, de 85 milliards d'euros. L'essentiel de l'aggravation, c'est le prix de l'énergie. Ce qui veut dire que pour nous en sortir et rétablir cet équilibre, rétablir notre balance commerciale, plus que de dire nous allons exporter massivement, il faut qu'on redevienne souverain en matière de production énergétique. Parce que toute l'énergie que nous achetons à l'étranger, à des pays tiers, dans un contexte où le prix de l'énergie augmente, évidemment ça dégrade le déficit. Le président de la République aura l'occasion de dire quelle est sa vision, sa politique en matière de nucléaire. C'est une bonne chose, c'est une énergie qui n'est que peu coûteuse par rapport aux autres, qui est une bonne énergie de transition entre les énergies carbone fossiles d'une part et les énergies renouvelables d'autre part. Et c'est un beau projet, j'en suis extrêmement heureux. Au-delà de cela, cette politique de l'offre que nous avons menée s'est traduite par une diminution des impôts des entreprises, 25 milliards sur ce quinquennat, avec une baisse de l'impôt sur les sociétés. Je le dis parce que parfois, comme on dit, biscuit avalé n'a plus de goût. Mais en 2017, quand le président de la République a dit « nous avons des taux d'impôt sur les sociétés les plus élevés du monde, à 33,3%, je vais le baisser à 25%. Personne ne l'a cru, il l'a fait. En 2022, le taux d'impôt sur les sociétés est à 25%. Nous avons baissé les impôts de production de 10 milliards d'euros. Ça représente 25 milliards d'euros. Mais dans le même temps, nous avons aussi diminué les impôts des ménages français de 25 milliards d'euros. C'est la suppression de la taxe d'habitation, 18 milliards et en moyenne 720 euros par ménage. C'est la baisse de l'impôt sur le revenu pour les contribuables de la première et de la deuxième tranche, donc des contribuables modestes et moyens. Et donc nous sommes aujourd'hui le gouvernement qui a baissé les impôts de 50 milliards d'euros et qui a permis, je sais que vous y êtes attaché notamment à l'opinion, mais qui a permis de diminuer le taux des prélèvements obligatoires. Nous serons en 2022 à 43,6% de prélèvements obligatoires. C'est encore beaucoup, mais c'est le même taux qu'en 2010. Ça veut dire qu'en 5 ans, nous avons effacé les conséquences de 2 chocs fiscaux. Le choc fiscal de fin 2012-2013 sous François Hollande, avec une augmentation essentiellement des impôts des entreprises et la refiscalisation des heures supplémentaires, et un second choc fiscal avant, à la sortie de la crise, celui du budget 2012. Madame Pécresse était ministre du budget et elle a présenté un budget avec une augmentation d'impôts de 15 milliards. C'est les impôts au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy et après les impôts, c'était le paquet fiscal. Je m'en rappelle assez bien. Ça ne concernait pas tous les Français. Ça ne concernait pas ça n'était pas la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons effacé ces 2 augmentations d'impôts. Les impôts de production, Bruno Le Maire s'est dit favorable à une nouvelle baisse. Laurent Saint-Martin, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale aussi. On verra si Emmanuel Macron en parle lorsqu'il sera candidat dans son programme. Mathieu Plane de l'OFCE dit
quand même, il faudra faire un bilan de tout ce qui a été déjà baissé avant de s'engager dans de nouvelles dépenses. Enfin, c'est toujours utile de faire un bilan. Et par exemple, vous citez Laurent Saint-Martin, nous avons travaillé tous les deux, moi comme ministre, lui comme rapporteur général, pour faire en sorte que les fameuses niches fiscales puissent être bornées dans le temps, non pas pour les supprimer, mais pour obliger à l'évaluation et voir si elles sont efficaces. Baisser les impôts de production, donner de la compétitivité aux entreprises, c'est évidemment une bonne trajectoire, de même que baisser les impôts des Français. Le président de la République l'a dit, et l'avantage c'est que non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Il a baissé les impôts, il dit, et nous disons avec lui, qu'on ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts et que nous ne voulons pas augmenter les impôts, que si, une fois qu'il sera candidat, et je le souhaite, s'il est réélu, nous n'augmenterons pas les impôts parce que nous pensons que la meilleure façon de sortir de la crise, c'est de pousser la croissance et ça n'est pas de l'étouffer avec de la fiscalité supplémentaire. La seule chose que je dis, pour compléter les propos de Bruno Le Maire et de Laurent Saint-Martin, mais qu'ils partagent aussi, c'est que lorsqu'on annonce des baisses d'impôts pour les entreprises ou pour les ménages, il faut aussi penser au financement et donc à des programmes d'économie, à des programmes de réorganisation. Mais c'est juste de la bonne politique et de la bonne gestion. Donc est-ce que, au chapitre des économies pour financer d'éventuelles baisses d'impôts, vous souscrivez à une nouvelle baisse du nombre de fonctionnaires, comme le défend Valérie Pécresse? Valérie Pécresse, il faut qu'elle nous dise où elle les prend. Elle parle de 100 000, 150 000, elle fait la course avec M. Zemmour. Tout ça, c'est le même sac. Vous avez Marine Le Pen, vous avez Éric Zemmour, vous avez Valérie Pécresse. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te cours après, et finalement, à la fin... Sans parler de chiffres, c'est les mêmes idées. Il faut faire un effort sur... Nous avons vu, à l'échelle de ce quinquennat, que les objectifs chiffrés étaient difficiles à atteindre. Et nous l'assumons d'autant plus que le maintien des effectifs, parce que, in fine, ce quinquennat va se traduire par un maintien des effectifs de l'État, une stabilité des effectifs de l'État, ça permet de répondre à des priorités. Des priorités quand on a une crise sanitaire, des priorités quand on considère, et c'est d'intérêt général, qu'il faut développer la filière des BTS, par exemple, des priorités quand on considère qu'il faut dédoubler les classes en CP et en CE1, des priorités quand le président de la République s'engage à ne plus fermer d'école sans l'accord des maires. Et donc tout ça, cela représente des postes, des effectifs. Et donc je pense qu'il faut aborder ce débat de la fonction publique avec l'objectif de l'efficacité, avec l'objectif de la modernisation, avec l'objectif de la réforme pour le service public. C'est ce que j'ai fait quand j'étais en charge de la fonction publique, c'est ce que j'ai fait avec la loi de transformation de la fonction publique et ce que fait parfaitement bien Amélie de Montchalin lorsqu'elle met en œuvre les indicateurs de performance, les indicateurs de résultats, les indicateurs de modernisation. Nous étions ensemble, elle et moi, il y a encore quelques jours, en début de semaine, pour voir comment améliorer la déconcentration, la fluidité de tout ça, d'un point de vue service public et circuit comptable. C'est technique, mais ça permet d'avancer. Et à chaque fois qu'on dégage des marges, des économies, des possibilités, soit on en profite pour baisser les coûts, soit on en profite pour améliorer le service. Alors, au chapitre fiscalité, il y a Yannick Jadot qui détaille ce matin chez nos confrères des Échos son programme économique, il en parle aussi dans Libération. Il veut instaurer un bonus-malus écologique sur les impôts, soit payés par les entreprises ou par les entreprises. Il y a un patron, Pascal Demurger, patron de la Maïf, la mutuelle de Niort, qui défend l'instauration d'une fiscalité des entreprises qui tiendrait compte de l'impact des entreprises. Parler de l'importance de tenir les engagements de la France, tenir des engagements du gouvernement. La France a pris des engagements sur le front de la transition climatique, transition écologique. Est-ce qu'il faut s'aventurer sur cette piste ? Que la fiscalité soit un outil d'incitation à la transition écologique, c'est une évidence. Mais attention à deux choses. Un, ne pas créer d'usine à gaz, pardon pour le mauvais jeu de mots quand on parle d'énergie et de fiscalité. Et deux, quand on parle de bonus-malus sur la fiscalité des entreprises et des ménages, comme le fait le candidat des Verts aujourd'hui, le principal risque, c'est que ceux qui payent un malus sont ceux qui n'ont pas la possibilité, pas les moyens de changer leur voiture qui est ancienne et qui consomme plus que les nouvelles. Donc faisons attention à cela. Ça c'est les ménages, mais sur les entreprises, est-ce qu'il faut conditionner la fiscalité et les aides accordées aux entreprises en fonction de leur impact, en fonction du respect de critères dits ESG? Je le répète, pas d'usine à gaz. D'accord. Pas d'usine à gaz, il faut qu'il y ait des trajectoires d'incitation. Je n'ai pas vu la proposition du patron de la Maïf que vous évoquez. C'est avec la Fondation Jean Jaurès. Mais pas d'usine à gaz. On a donné, si je puis dire. Et la fiscalité dans ce pays est suffisamment complexe pour ne pas en ajouter. Alors, dernière question, vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron va détailler demain le lancement d'un programme nucléaire d'ampleur. Objectif atteindre la neutralité carbone à 2050, mais ça s'entrechoque, ça coïncide avec l'annonce d'EDF hier de l'arrêt prochaine de 3 réacteurs nucléaires supplémentaires pour des raisons de corrosion et de maintenance. Est-ce que d'un côté le président de la République qui se projette dans le très long terme, l'avenir, et de l'autre le très court terme avec EDF qui est empêtré dans des problèmes de maintenance centrale nucléaire? C'est la démonstration que l'orientation prise par le président de la République depuis plusieurs semaines, plusieurs mois,
qui consiste à rappeler, à souligner que la France a la chance d'avoir un parc nucléaire. Un parc nucléaire qui produit à moindre coût, qui produit avec moins de pollution que la plupart des autres sources d'énergie fossiles et carbone, cette chance-là, elle s'entretient. Et peut-être que les 10, 20, 30 dernières années ont été marquées par un défaut d'entretien qui se paye aujourd'hui. Et donc, ce qu'annoncera le président de la République demain lui appartient évidemment, mais ce qu'il a déjà dit permet aussi de se projeter, de montrer que le nucléaire est important, qu'il faut le développer, qu'il faut investir. Ça n'exclut pas évidemment la nécessité d'entretenir le parc existant, à la fois pour des questions d'efficacité, mais aussi pour des questions de sécurité. Merci Olivier. Merci à vous.